Juste un petit mot pour vous dire que toutes mes vidéos sont désormais disponibles en podcast, pour l'instant sur Spotify, très vite sur toutes les autres plateformes d'écoute. Je vous mettrai le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle fois en compagnie de mon bon ami Stan. Stan, tu vas bien ? Ça va très très bien et toi? J'espère que voilà que tu es en bonne santé, que tout se passe bien et tout. On te voit là bouger, pigeon voyageur là. Je t'ai vu aller faire des petits trucs avec les Lyonnais. Ça fait plaisir de voir que tout se passe bien de ton côté. Et encore une fois, ça fait très très plaisir d'être là pour discuter encore. Carrément, bah écoute, ouais grave, ce que tu as vu du coup c'est la petite émission que j'ai faite avec Zach pour parler aux joueurs de l'OL, qu'a créé Gusto entre autres. Ouais, c'était vraiment vraiment cool, donc j'ai mis la vidéo de ça sur ma chaîne pour ceux que ça intéresse. Mais aujourd'hui on est réunis pour parler de l'ensemble du foot européen et on se disait, alors que la saison vient de démarrer, là on est tout début septembre, ça pourrait être cool de faire un tour d'horizon et de choisir les 10 joueurs à suivre pour 2022-2023, qui est en plus une année tellement particulière, 2 Coupes du Monde, etc. Et on en a choisi chacun 5. Donc on va commencer, on va donner chacun un de nos joueurs, et puis à la fin on fera peut-être aussi la liste complémentaire, vous inquiétez pas, parce qu'il y a juste tellement de monde à citer. Mais voilà, pour commencer, pour lancer les hostilités, qui est-ce que toi t'as choisi, Stan ? En fait, Willou, déjà comme tu as eu à dire, j'ai envie de reprendre juste la dernière partie de ta dernière phrase là tout de suite, ça n'a pas été facile quoi. Franchement, ça n'a pas été facile parce que j'ai l'impression qu'il y a une éclosion de talent. C'est un baby boomer en fait de talent qu'on voit en ce moment. Les petits sont juste très très forts, ils sont très forts, très très jeunes. Donc ça fait plaisir de voir autant de top players. Donc voilà, on s'est amusé à essayer de mettre un Tammy. Et moi, le premier joueur que j'ai envie de proposer, c'est Tchouaméni. Pourquoi Tchouaméni? Parce qu'à la fin de la journée, le Real Madrid reste quand même champion d'Europe, champion en Liga. Le Real, c'est un grand club, c'est un des plus grands clubs en Europe, si ce n'est le plus grand. Et le Real, quand même, ces dernières années, s'est forgé sur une genre de base. Et cette base-là, c'était son milieu de terrain, ce qu'Ancelotti a appelé le triangle des Bermudes. Casemiro, Toni Kroos et puis Luka Modric. Et ces trois-là, leur entente a juste été sensationnelle. Et aujourd'hui, je pense que le fait d'en avoir enlevé un, on a fait douter aussi plus qu'un, parce que le remplacement aurait pu être compliqué. Cependant, le remplaçant en tant que tel aujourd'hui, c'est qui? C'est Tchouaméni. Il est arrivé, le price tag est très très cher, tout le monde est d'accord là-dessus. Cependant, quand on voit ses performances en ce début de saison, j'ai envie de dire que Tchouaméni fait partie de ces joueurs-là sur lesquels il va falloir garder un œil. Parce qu'en ce moment, il est bien, et au-delà de cela, quand je vois le feuilleton Pogba sur le terrain et hors du terrain, je pense qu'il a aussi des yeux peut-être sur cette Coupe du Monde-là, vu que durant la dernière année, il a énormément joué avec Didier Deschamps. Je pense qu'il a joué une dizaine de matchs et tout, une dizaine de sélections. Donc c'est un boy qui est en train d'évoluer, c'est un boy qui est très très jeune, sur lequel Carlo Ancelotti est en train de compter et qui est très bien entouré par Dumbledore, Luka Modric et puis l'autre bandit allemand là, Toni Kroos. Écoute, j'ai rien à rajouter, démonstration claire, limpide, parfaite, totalement, c'est juste, comme tu l'as dit avec l'étiquette, c'est un gros joueur à suivre, mais en plus il y a tous ces défis-là. Et quand tu es Real, forcément, tu es très attendu. Peut-être le truc qui est cool, c'est que on s'est pas concerté. Hein. D'ailleurs, avant de préparer le truc, on s'est juste un peu réparti les championnats. Mais moi, je suis parti pour mon premier nom, sur le remplaçant de Tchouaméni à Monaco. C'est Mohamed Camara, bien sûr, le Malien, qui a été pris à Salzbourg. 22 ans pour lui, donc hyper jeune. Déjà, ce qu'il montrait à Salzbourg, c'était hyper excitant. Il y avait un match contre le Bayern, notamment, 8e de finale de Ligue des Champions. Sauf si c'était phase de groupe. Non, c'était 8e de finale, c'était l'aller, je crois, avant qu'il se fasse démolir au retour. Et déjà là, il avait montré toute sa qualité. C'est une machine au milieu de terrain, une machine à ratisser, un aspirateur total. Ses chiffres avancés, ils sont incroyables de ce point de vue-là. Il a un énorme volume, mais il est aussi pas mal avec ballon. C'est pas juste un milieu défensif à grosse activité. Franchement, avec ballon, il se projette bien, il élimine plutôt bien même, il a une super bonne qualité de mobilité. Et voilà, Monaco va vraiment en avoir besoin, parce qu'en plus, au-delà de lui, je trouve que Monaco, c'est pas hyper bien renforcé. Mbolo, c'est pas mal, mais Minamino, bon, déjà, on voit pas grand-chose, et peut-être que le défi de la Ligue 1 sur le plan de l'intensité physique, ça va être un petit peu difficile. Ce Monaco tourne pas hyper bien, donc ça c'est ma petite inquiétude. Mais Mohamed Camara va avoir du boulot, et franchement, s'il y a un gars qui peut relever ce défi, c'est bien lui. D'ailleurs, en tout début de mercato, j'avais fait une vidéo, un joueur pour chaque club de Ligue 1, et c'est lui que j'avais choisi pour Monaco. Donc un beau symbole, et j'espère une très belle progression, une belle carrière à suivre pour Mohamed Camara.
C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter parce que arriver dans cette équipe de Monaco là et après remplir ce rôle là qui a bien été rempli par un joueur qui est parti sur un price tag de 100 millions, vraiment j'ai envie de dire peut-être si on voit le marché on peut dire overpriced ou pas, c'est pas facile donc beaucoup de courage à lui. On enchaîne, mon deuxième gars c'est Alexander Isak. Alexander Isak, le Suédois, Alexander Isak de la Real Sociedad, Alexander Isak qui débarque à Newcastle. Newcastle, gros projet, ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Les Saoudiens, ils sont arrivés, ils sont prêts. Petit à petit, tu les vois, ça monte. Ça a l'air intéressant. Cette équipe-là, avec Eddie Howe, qui est très cohérent dans son football, il a eu l'occasion de prendre Bournemouth, de les amener jusqu'à l'élite. Ça, plein de gens l'ont oublié, mais Eddie Howe, c'est pas un tocard. Donc, du coup, aujourd'hui, il a les moyens de mettre en place une certaine philosophie et ça se voit. Et je pense qu'aller chercher Alexander Isak, ça cadre bien avec cette équipe-là qui, offensivement parlant, manquait peut-être un tout petit peu un buteur. Il y avait Callum Wilson, mais après, c'était un peu compliqué. Là, ils se sont départis de pas mal de joueurs. Et là, ils vont chercher un jeune Suédois qui a explosé en Liga il y a 2 ans, mais qui après, s'est un peu éteint. Donc aujourd'hui, il arrive dans ce championnat-là qui est la Première Ligue. Premier match face à Liverpool, il a marqué. J'ai envie de garder un œil sur lui et de dire voilà un one to watch. Voilà un enfant qui peut peut-être, je dis bien, être ce plus-là qui va permettre à Newcastle d'aller se battre pour les places européennes parce que je pense que c'est ça le but de cette équipe de Newcastle-là. Donc Alexander Isak, sa meilleure saison, je pense que c'était 17 buts en 30 matchs joués. Avec la Sociedad, je pense que c'était avec l'année où il y avait les Martin Odegaard, tout ça, ils étaient très très forts. Odegaard s'est acclimaté à ce championnat-là. Je ne vois pas pourquoi Isak ne pourrait pas le faire dans cette belle équipe de Newcastle. Donc du coup, j'ai envie de garder un œil sur lui. Ouais. Carrément, et même aussi, je ne l'ai pas inclus dans ma liste, mais j'y pensais. Je fais tous les remplaçants, toi, parce que toi, tu as Première Ligue et Liga, donc après, il faut trouver les remplaçants de ces gars-là. Et Mohamed Ali Cho, qui vient d'Angers pour le remplacer à la Real Sociedad, un petit peu dans le même profil. Ça, franchement, c'est un truc super intéressant et à suivre aussi. Mais du coup, moi, là, on va partir côté Serie A. J'ai quelques noms en Serie A, 2 notamment. Et celui que j'ai choisi d'abord, c'est à l'AC Milan, le numéro 10, Charles de Ketelaere. Je pense qu'il est très très attendu. Ça fait longtemps finalement que cet AC Milan, en 4-2-3-1 sous Pioli, se cherche un numéro 10 ou en tout cas un milieu offensif avec des qualités de création. Paqueta, ça n'a pas marché. Brahim Diaz, franchement, ça ne marche pas vraiment. Et Çalhanoğlu, il y avait des choses intéressantes, mais on ne peut pas dire qu'il ait atteint le niveau qui permette à l'AC Milan peut-être de franchir ce fameux cap. Donc Charles de Ketelaere, super attendu. Pour le coup, lui, il y a aussi une attente qui est construite autour de ce qu'il a coûté et ce qu'il a représenté. Cet été, ça a été un peu le feuilleton de l'été pour l'AC Milan. C'est un transfert dont on a entendu parler pendant des semaines, des mois. Il finit par coûter 30-35 millions d'euros. Autour de ça, il y a eu des comparaisons avec Kaka, avec De Bruyne. Donc, en plus, quand tu arrives à l'AC Milan, les attentes, elles sont toujours très très fortes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il sera capable de relever le défi ? Parce que je trouve que c'est un joueur fabuleux. Bien sûr, tu vois ce qu'il est capable de faire sur le terrain, c'est fou. Maintenant, l'adaptation à la Serie A et l'adaptation à l'AC Milan, dans une équipe qui, en plus, tourne plutôt pas mal, c'est toujours un truc qui peut prendre du temps. Je pense que les meilleurs joueurs de l'AC Milan sur les dernières saisons, quand tu regardes les Kessié, les Raphaël Leao, même un peu plus récemment Tonali, Bennacer, c'est des gars qui ont atteint un certain niveau de performance, mais qui ont pris du temps avant de l'atteindre. Ça n'a pas marché là, comme ça, tout de suite. Et peut-être ce sera la même chose avec CDK. Si ça se produit, l'AC Milan tiendra peut-être son milieu créateur, son numéro 10 pour un bon moment, parce qu'il a que 22 ans et parce qu'il peut faire très très mal. Ça, c'est juste mon avis sur la lecture technique, sur ce que je vois sur le terrain. C'est un joueur, on va dire dans la catégorie joueur à suivre, c'est aussi ceux que tu prends du plaisir à voir. Et je pense que devant Charles de Ketelaere, on peut prendre beaucoup de plaisir. J'ai pas envie de gâter son nom de famille, donc je vais l'appeler Charles, le prince. Charles. En fait, tu vois là, après, ce que tu dis là sur le Milan AC, c'est très très pertinent. Parce qu'effectivement, ce Milan-là, je pense qu'il a pris 4 ans pour arriver à maturité. Tu vois, c'est le temps que ça a pris pour que les Kessié, les Bennacer, les Leao, tous ces boys-là, ils arrivent à maturité et bim, ils gagnent leur Scudetto. Après, il y a eu des rajouts qui se sont faits, tu vois, en cours de route. Il y a eu un bon gardien de but qui est arrivé et tout. Et j'ai l'impression que voilà, le petit Charles, peut-être qu'arriver dans un effectif qui est déjà à maturité, peut-être que là, il va réussir vite fait à s'acclimater. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Parce qu'effectivement, ce Milan-là est à la recherche d'un créateur. Et s'ils réussissent à le trouver, ils risquent fortement peut-être de garder leur Scudetto, en tout cas. À suivre.
Ça va être Carrément, chaud. d'autant plus qu'il leur manque un petit peu de... Pour tout ce qu'ils font de bien, il leur manque peut-être un petit peu de danger sur la ligne offensive. Quand tu regardes à droite, il n'y a pas vraiment le penchant de Leao. Et en pointe, avec la blessure de Zlatan, bon, Giroud continue à rendre de bons services. Après, il a 35 ans. Combien de temps est-ce que ça peut durer? Et Origi, tu sais, en doublure, je ne suis pas forcément convaincu. Donc, il y a du boulot pour CDK là-dedans. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Prochain joueur, on va passer sur un défenseur, Wesley Fofana. Wesley Fofana, gros transfert, 87 et quelques millions, 90 millions, je ne sais pas. Aujourd'hui, avec les 35 000 bonus là, que les mecs ils rajoutent, tu ne sais même plus en fait finalement le gars, il a coûté combien. Mais bref, Fofana a coûté très très cher. Je pense que maintenant il a l'étiquette du défenseur le plus cher au monde, si je ne me trompe pas, devant peut-être Harry Maguire. Maintenant, Fofana, c'est un très bon joueur de football. Fofana, c'est un joueur très intéressant. C'est un joueur qui est arrivé à Leicester, il a été bluffant parce qu'il était jeune quand il arrive à Leicester, il est encore très très jeune. Il est jeune quand il arrive à Leicester en provenance de Saint-Etienne si je ne me trompe pas. Moi, dès que je le vois dès les premiers matchs, le boy, tu vois, dans sa qualité de relance, il n'a pas peur en fait. Tu sens qu'il a des cojones, il ose en tant que tel. C'est un petit qui est ambitieux. Et son ambition, je pense, veut l'amener aujourd'hui à peut-être participer à cette Coupe du Monde, qui est un facteur très important qui a dû jouer beaucoup sur la décision de pas mal de joueurs. Et j'ai envie de garder un œil sur lui parce que c'est un joueur prometteur mais qui arrive aujourd'hui dans un club qui est en transition. Ah, ça me pose problème. Tu vois, le souci c'est que je me dis Kalidou Koulibaly qui arrive dans un club comme Chelsea qui est en transition, c'est une chose peut-être que voilà, mais il a déjà fait une grosse partie de sa carrière tout. Fofana aujourd'hui c'est un gamble. Il est parti pour très très cher, il va falloir vite fait qu'il s'acclimate. Bon, apparemment ils vont prendre Potter, tout ça, on va voir s'il arrive à réussir à sortir sa baguette magique et puis régler les problèmes. Mais la réalité elle est là. Wesley Fofana pour moi c'est un excellent joueur de football. Il fait partie du futur, je dis bien défensif, je pense, de l'équipe de France. Je pense qu'il a les moyens à un moment donné d'être voilà, comme les Saliba, comme tous ces gars-là en fait. C'est ça, hein, ce futur défensif-là. C'est plus Raphaël Varane, malgré le fait qu'il fait un bon début de saison. Donc pour moi, j'ai envie de garder un œil sur lui en espérant que son transfert à Chelsea soit une réussite. Parce que si son transfert à Chelsea n'est pas une réussite, bah, ça risque d'être compliqué par la suite. Donc voilà. Carrément, et puis intéressant pour Chelsea qui a bien renouvelé son arrière-garde en perdant Rudiger Christensen, en changeant un petit peu ta formule avec la Koulibaly, Wesley Fofana, changement de coach. Pour le coup, je pense qu'avec Potter, ça peut plutôt bien se passer pour Fofana. C'est un gars qui joue bien depuis l'arrière, qui est doué face à la pression adverse, dans la relance, etc. Bon, à voir, et on va voir comment il continuera d'être façonné. Moi, je reste en Italie là pour le prochain et tu parlais de CDK avec son nom imprononçable. Bon, on connaît. Voilà. Le prochain sur la liste, c'est celui qui déchaîne l'Europe en ce moment. C'est Hrvica Kvaratskhelia. Kvaradona, dont on a un petit peu parlé dans un des derniers épisodes quand on parlait du Napoli sur les équipes à suivre en début de saison. Et voilà, si on regarde les stats, c'est son début de saison, il est canon, il a 6 matchs en Serie A et en Ligue des Champions confondus, 4 buts, 2 passes. Naples, qui est invaincu en championnat, vient de foudroyer Liverpool 4-1 en Ligue des Champions en sortant un récital absolu au Maradona. Et ça, c'est ses stats, mais peut-être le plus intéressant, c'est ce qu'il n'y a pas dans les stats, parce qu'il y a des buts qui ont failli être marqués, des passes décisives qui ont failli être données, et juste de la créativité continue sur son côté, qui le rend vraiment, vraiment kiffant. Si tu regardes la compile de ces 6 matchs, là, tu peux te la trouver sur YouTube. Ouais, il y a pas mal de trucs cool à regarder. Donc, ça en fait un joueur à suivre. Et Naples l'a pris pour 10 millions d'euros. Donc, ça, c'est encore un truc. Il a 22 ans. Donc, voilà, encore une belle marge de progression. Et voilà, pour Naples, c'est quand même une formation qui vient de totalement renouveler sa structure, sa colonne vertébrale. Comme on en avait parlé, ils ont perdu Ospina, Koulibaly, Mertens et bien sûr Insigne, que Kvaratskhelia doit remplacer quelque part. C'est le poste pour poste. Et ça, c'est quand même un sacré défi. Tu remplaces Insigne, qui est un peu l'enfant de Naples, né à Naples, qui vient de passer les 12 dernières saisons de sa carrière à Naples, et qui même, c'est pas juste l'histoire sur les dernières saisons. Insigne, il était performant. Il a une 50aine de contributions décisives, but plus passe D sur les 2 dernières saisons. Donc voilà, pour Kvara, je pense que le vrai défi, une fois que tu as fait naître l'enthousiasme autour de toi sur ce début de saison canon, le défi, c'est continuer à sustain cet engouement et continuer à montrer que tu vaux ce niveau d'engagement, continuer à progresser aussi. Et Naples,
amener Naples haut, parce que je pense qu'en Serie A, il y a plusieurs équipes qui peuvent gagner le titre. Naples fait partie de la conversation. Et sur ce groupe de Ligue des Champions, qui est super kiffant, Naples est très très bien parti en battant Liverpool. Donc il va se passer de bonnes choses à Naples cette saison. Et s'il se passe de bonnes choses, il y a des chances que Kvara soit pas trop loin. C'est pour ça que pour moi, il faut absolument le suivre, le regarder. Il va falloir définitivement le suivre. En fait, cette équipe du Napoli, là, moi, quand je l'ai vu hier face à Liverpool, voilà. En fait, dans ma tête, je me suis dit, quand même, c'est des bandits, quoi, quand même. Parce qu'ils ont fait un renouvellement, mais taf. En fait, ils ont fait un truc d'italien. C'est un truc de film italien, c'est un truc de parrain. C'est ça qu'on appelle le nettoyage. En fait, c'est-à-dire que les gars, ils ont commis un crime, ils ont nettoyé le crime, et puis tout est redevenu normal. Comme si c'était normal. De où ils sont passés de Mertens, Insigne, machin, tout ça, ils sont revenus comme ça avec des, comment il s'appelle, le petit Simeone, l'autre géorgien. Pour Koulibaly. Non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont renouvelé tout l'effectif en un mercato d'une manière très pertinente avec un Osimhen qui est au top de sa forme. Franchement, j'ai hâte de les voir, c'est une très belle équipe. Et comme je dis encore avec le Napoli, il va juste falloir qu'ils gardent ça sur toute la saison. Et s'ils le font sur toute la saison, le Milan AC aura peut-être des soucis à se faire et l'Inter aussi. En tout cas, à suivre. Prochain joueur que j'ai, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Ouais. Bien sûr. Ousmane Dembélé, oui. Non, Ousmane Dembélé, franchement, il a changé. Ousmane est enfin devenu le joueur que tout le monde voulait qu'il soit. Il l'est devenu. En fait, quand on disait Dembélé est fort, quand on disait Dembélé est le plus fort de sa génération, quand je disais ici que de la même manière qu'il y avait dans le temps les Benzema, les Menez, les Ben Arfa et les, comment il s'appelle encore, et les Samir Nasri, et que voilà, Ben Arfa, c'est dommage, c'était le plus talentueux, tout le monde est d'accord là dessus, mais c'est lui qui a le moins réussi. Vous pensez que Dembélé c'était un tocard? C'est pas un tocard, le boy il se gère mais d'une manière extraordinaire. Et aujourd'hui, dans ce football là, avec Xavi, il est épanoui. Franchement, il est épanoui. Et on voit le plein potentiel de cet enfant-là. Hier, il nous a montré des choses qu'on ne savait même pas qu'il savait faire. Dembélé, aujourd'hui, il défend. En fait, Dembélé, aujourd'hui, le ballon, c'est devenu sa possession. Sur le terrain de football, non seulement il va le prendre, il va te dribbler, il va te faire, je te dis, mais c'est incroyable. Il est juste sensationnel. Les crochets 1, 2, 3 et tout. Mais au-delà de ça, la capacité à pouvoir rester concentré, rester, je dis bien, focus à la tâche, se dire que non, c'est pas terminé, je vais aller récupérer et je vais faire une passe décisive. Franchement, c'est un Ousmane Dembélé métamorphosé. Donc pour moi, Ousmane Dembélé aujourd'hui, on l'avait oublié, franchement, moi, on était là en train de parler d'Nkunku, tout ça, en équipe de France. Les boys vont s'asseoir sur le banc. C'est Dembélé qui joue, c'est Dembélé qui va à la Coupe du Monde et c'est lui qui est sur le côté droit, Karim Benzema en pointe et puis Kylian Mbappé, il a qu'à se gérer sur le côté gauche. Voilà, j'ai hâte de le voir au courant de la saison et j'espère qu'il ne va pas se blesser. C'est ça. Ouais, l'équipe de France, c'est un truc auquel je ne pensais pas trop pour Dembélé. Bien sûr, il est toujours dans la conversation, mais récemment, on a expérimenté avec d'autres configurations, Griezmann aussi. Bien sûr, tu vois, plus en mode 1-2, Griezmann sous Mbappé, Benzema, et les côtés plus animés par les pistons, genre Théo Hernandez et Kingsley Coman. Bon, on a beaucoup de talent en équipe de France, donc il va falloir trouver une place pour tout ça. Mais totalement d'accord avec Dembélé. Moi aussi, je le mettais dans ma liste complémentaire. Aussi parce que j'ai envie de voir enfin de la continuité dans ses performances. Parce que des périodes, quelques belles périodes de plusieurs semaines, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans sa carrière, mais une très grosse saison aboutie du début à la fin, avec des titres, avec de la performance en club, en sélection nationale, ça, ce serait vraiment... il y a des chances que ça peut être la plus belle saison de sa carrière, quoi. Donc c'est pour ça que, totalement à suivre dans un Barça qui renaît en plus. Grave d'accord. Perso, avant de partir sur mon tout dernier nom, qui est peut-être le joueur que j'ai le plus envie de suivre, celui qui va faire le plus de différence, on en parlera tout à l'heure, j'ai choisi Loïs Openda de Lens, parce qu'en Ligue 1, on parle beaucoup de ce petit Belge qui vient d'arriver de Bruges, même s'il était prêté ces dernières saisons au Vitesse Arnhem aux Pays-Bas. On en parle beaucoup parce que Lens fait un début de saison canon, parce que lui, il a déjà 4 buts en 6 matchs, et ce qu'il montre sur le terrain pour un petit gars de 22 ans, 1m75, c'est une capacité de vitesse et de la présence athlétique, un vrai petit gabarit, ultra tonique, difficile à bouger. Il rentre totalement, il s'intègre totalement dans un Lens qui pourtant a perdu Kalimundo, qui est retourné au Paris Saint-Germain, puis ensuite qui a été vendu à Rennes.
Et franchement, ce qu'il montre, il fait la partie des joueurs de Ligue 1 les plus excitants à suivre. En plus, on a la certitude, on a la conviction qu'il va être inséré dans un collectif qui marche. Et ça, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Mohamed Camara, par exemple, en Ligue 1 à suivre. Est-ce que Monaco va marcher? Ça, c'est plus une question. Lens, est-ce que Lens va marcher? Bah oui, ça c'est sûr. Ce Lens-là, ce début de saison est juste dans la foulée, dans la continuité de ce qui est produit par Francaise depuis un moment là-bas. Bah pour moi, c'est une équipe qui est vraiment totalement prétendante au top 3 de Ligue 1. Ça peut paraître assez dingue de dire ça pour une équipe qui est remontée il n'y a pas si longtemps en Ligue 1, mais c'est totalement le cas. Ils sont vraiment, vraiment impressionnants, hyper performants collectivement. Et ce petit Loïs Openda en pointe, c'est un bonheur et un profil que Lens n'a pas trop dans son effectif parce que Sotoka, c'est génial, mais c'est plus la tour de contrôle assez technique aussi, mais moins pour prendre la profondeur en vitesse. Donc ouais, Loïs Openda, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et on parle d'année de Coupe du Monde. Bah lui, il y a des chances qu'il joue la Coupe du Monde. Il a connu ses 3 premières sélections avec la Belgique, là, sur le mois de juin. Il a joué à chaque fois. Donc ce serait pas du tout absurde de le voir pris dans cette liste belge. Je ne vais pas dire forcément titulaire, mais on ne sait jamais. Il reste encore du temps d'ici la Coupe du Monde et en tout cas pour sûr il sera dans la conversation. Donc vraiment, vraiment un gars à suivre. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis moi, je trouve ça très bien, en fait, ce que tu dis par rapport à Lens, parce que je me rappelle, c'était il y a peut-être, je pense, c'était il y a 2 saisons, je pense. On était durant le Covid et Lens faisait déjà un excellent, je dis bien, parcours en Ligue 1. Et à ce moment-là, moi, dans ma tête, je me disais, est-ce que c'était le retour du grand Lens, en fait? Tu vois, le Lens que moi, j'ai vu quand j'étais petit avec les El Hadji Diouf, avec Daniel Morera, avec, tu vois, c'était ce Lens-là des années 2000. Et aujourd'hui, je trouve qu'ils sont très, très cohérents dans leur manière de faire. Ils sont passés à travers des années très, très troubles, mais là, ils sont très cohérents. Ils ont réussi à garder un top player, Seko Fofana. Et derrière, le petit Openda, on peut lui souhaiter que le meilleur, surtout qu'effectivement, en équipe nationale de Belgique, il n'y a pas d'attaquant. Ah, Lukaku, peut-être, mais bon, c'est-à-dire que il y a des places à prendre. Il y a moyen d'aller prendre une place quoi, là-bas, franchement, il y a moyen d'aller chercher quelque chose, tu vois. Donc, c'est année de Coupe du Monde, tout est possible. Tout est possible, donc je lui souhaite vraiment tout le meilleur. Et attention à Lens, effectivement. Lens qui reviendrait en Ligue des Champions, ce serait, j'allais dire, ce serait drôle, mais ce serait même pas drôle en fait, parce que c'est fort possible. C'est fort possible. Vu la manière à laquelle ils sont en train de dérouler en ce moment, ils ont l'air beaucoup trop. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe là-bas, il y a quelque chose qui se passe dans le Nord en tout cas. Bon, écoute. On va voir. Gabriel Jesus, c'est mon dernier joueur. Comme tu disais, ton dernier joueur, c'est un joueur que tu apprécies beaucoup. Moi, mon dernier aussi, voilà, c'est mon gars, c'est Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, le gagnant. Le gagnant, le conquérant. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. C'est un boy qui a performé au plus haut niveau. C'est un boy qui a déjà un très haut grand palmarès, franchement. Gabriel Jesus, il est arrivé à Manchester City, ça n'a pas été facile, forcément, parce que c'est une grande équipe avec un grand coach. Tu viens du Brésil, tu es jeune, il faut que tu t'acclimates. Et vite fait, il a réussi à s'imposer dans cette équipe-là. Il est devenu un genre de couteau suisse offensif, de temps en temps neuf, de temps en temps sur le côté, passeur décisif le plus souvent du temps ces dernières années, buteur quand il le fallait, excellent ratio, il débarque à Arsenal pour gagner. En fait, c'est aussi simple que ça. Et sur le terrain, ça se voit qu'il a envie de gagner. La dernière fois face à Manchester United, la défaite, elle est là. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Tu vois, le championnat, il est encore long. Cependant, moi, c'est l'attitude qui m'intéresse. Et l'attitude de Jesus, c'est une attitude de gagnant. Donc, du coup, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est le gars que j'ai envie de regarder. Il n'est pas le capitaine de cette équipe-là. Mais Arsenal est une équipe qui, aujourd'hui, a plusieurs capitaines. C'est ça qui est intéressant. La dernière fois, dans le huddle face à United, tu vois, c'est Xhaka qui parle. Après, c'est Odegaard qui parle. Après, c'est Zinchenko, il parle. Après, c'est Jesus, il parle. Je dis, mais c'est qui le capitaine de cette équipe-là? En fait, tout le monde parle dans cette équipe-là parce que tout le monde est concerné. Les gars sont arrivés à une certaine maturité. On a le leader, je pense, offensif qu'il nous fallait. La seule chose à faire, comme pour la plupart des joueurs, c'est de prier qu'il ne se blesse pas. Donc, du coup, moi, mon last one to watch, c'est bien Jesus. Ouais, clairement, pour ce qu'il apporte à Arsenal, même la qualité qu'il a sur ses contrôles, même au-delà des buts, c'est un joueur délicieux à regarder. Et je pense encore plus, il va être placé en tant que vrai numéro 9 et référent d'une attaque, joueur star d'une ligne offensive pour la première vraie fois de sa carrière. Parce qu'au Brésil, c'est pas lui la star, et à Manchester City, c'était pas lui la star. Là, Gabriel Jesus, il a toutes les conditions pour s'épanouir pleinement et devenir enfin un des top 10 attaquants du monde
Alors qu'avant, peut-être tu avais un petit peu plus de difficulté à l'inclure dans cette catégorie parce qu'après tout, c'était un gars qui était souvent déporté sur le côté, c'était un gars qui était souvent sur le banc parce que City fait pas mal tourner. Donc ouais, c'est aussi une année, un vrai défi pour lui et ça rend sa trajectoire assez excitante. Et donc mon dernier gars à moi, c'est à nouveau du côté de la Ligue 1, c'est côté Paris Saint-Germain et c'est Vitinha. Je pense que le PSG a fait un vrai beau mercato cet été. On aura l'occasion d'en reparler aussi sur ta chaîne. Et Vitinha, il solutionne beaucoup de problèmes qu'a le Paris Saint-Germain. Je pense que tactiquement, le PSG, c'est une équipe qui a besoin d'avoir beaucoup le ballon parce que c'est une équipe qui est assez peu performante dans la pression, qui est assez peu performante défensivement à la perte pour couvrir les grands espaces dans son dos. Donc, il te faut un gars qui te permette de mettre le pied sur le ballon et de le récupérer très vite après l'avoir perdu. Vitinha, il t'offre ces deux choses. Il a la qualité technique et l'entente avec Marco Verratti, la qualité de déplacement dans ses zones pour faire vivre le ballon constamment, pour le fournir, pour échanger en une touche avec Messi, Neymar. Il est très à l'aise dans tout ce jeu de triangle, par exemple. Et il a aussi l'activité, le volume pour chasser, aller harceler le porteur, être le gars qui fait la contre-pression dont Paris a besoin pour vite récupérer des ballons. On le voit à chaque match. Vitinha, il est un des joueurs majeurs de chaque match qu'il joue et je pense vraiment qu'il vient régler un problème que le Paris Saint-Germain avait dans son entrejeu depuis un moment. Donc ça me plaît beaucoup. Il a que 22 ans, donc il y a encore aussi une belle marge de progression. Ça veut dire aussi qu'il peut être le milieu de terrain du PSG pour 10 ans, comme Marco Verratti l'a été, se destine à l'être. Je pense enfin que le Paris Saint-Germain, vraisemblablement là sous Galtier, se destine à jouer à 2 au milieu de terrain, sur un 3-4-2-1, 3-4-1-2, peu importe comment c'est, mais en gros c'est du 3-4X. Du coup, ça veut dire beaucoup de travail pour ce duo de milieu de terrain, Verratti-Vitinha, notamment sur la largeur. Pour couvrir cette largeur, on voit qu'ils doivent aligner les courses latérales et Vitinha va avoir du coup va devoir avoir beaucoup d'énergie et va avoir beaucoup de responsabilités là-dessus. Mais ça veut dire, quand tu joues qu'à 2 milieux de terrain, au-delà de tous les efforts, ça veut dire aussi que tu dois te battre pour conserver ta place. Et ça m'intéresse avec Vitinha. Pour un Paris Saint-Germain qui, en plus de Verratti, a recruté cet été Carlos Soler, Fabian Ruiz, Renato Sanchez, il y a de la concurrence dans l'entrejeu et la place de quasiment personne n'est garantie, même si au PSG, en fait, il y a plus de places qui sont garanties qu'ailleurs, je pense. Mais en tout cas, la place de Vitinha, elle n'est pas garantie à vie. Il doit continuer à prouver avec son niveau de performance. Il a moins de crédit que d'autres, qu'un Verratti par exemple. Et il y a ça, donc, qui le rend super intéressant, sa trajectoire intéressante à suivre. Enfin, le dernier point, c'est est-ce qu'il peut progresser sur le volet offensif ? Parce que pour l'instant, ce qu'il montre, c'est génial. Mais à l'approche du dernier tiers, je pense qu'il peut encore s'améliorer. On l'a vu en Ligue des Champions là contre la Juve. À un moment, il tente une frappe un petit peu difficile. Alors je pense qu'il y a un petit ballon à mettre pour Neymar entre les deux défenseurs centraux. Ça, c'est un petit peu le refrain classique qu'on a souvent dégainé autour de Marco Verratti. Tout ce qu'il fait, c'est génial, sauf dans le dernier tiers où il manque un petit peu d'audace, peut-être même de qualité de frappe ou de vision, de sens du but. Est-ce qu'il peut développer ça ? Parce qu'il est encore très jeune, 22 ans. Il règle beaucoup de problèmes. C'est un gars qui me semble avoir un plafond hyper élevé et c'est un bonheur de le voir jouer. Donc il est tout en haut de ma liste. Écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un très bel argumentaire pour Vitinha. Maintenant, après moi, là où j'ai un problème un tout petit peu, et bon, c'est un peu dommage, hein, tu vois. C'est ça le souci. Est-ce que Paris, ils ont fait exprès ? Ça, c'est une question que je me pose, quoi. Parce qu'aujourd'hui, Vitinha, il joue bien, on est d'accord. Vitinha est pertinent, on est d'accord. Vitinha, Verratti, ça marche, on est d'accord. Mais à la base de la base, en fait, l'idée, c'était pas Vitinha, peut-être doublure de Verratti. C'est-à-dire que tu as changé, tu as perdu Wijnaldum, tu as perdu Gana Gueye, tu as perdu Paredes. Bon, tu t'es débarrassé plus ou moins ou tu as fait, voilà, tu choisissez le vocabulaire que vous voulez. Donc, Herrera aussi. C'est ça, Herrera, etc. Il y a eu un dégraissage qui a été fait. Mais après, tu vois qu'il y a une certaine cohérence. Tu as ramené Renato Sanchez, un peu comme Wijnaldum, tu vois, dans le box-to-box et tout ça. Tu as ramené Fabian Ruiz. On va voir ce que ça va donner. Tu as ramené le boy Carlos Soler. C'est un porteur de ballon. On a eu l'occasion de le voir en Liga. Mais derrière, moi, je me dis aujourd'hui, sincèrement, c'est-à-dire que ma réflexion, plus elle tourne, plus elle pousse, parce que la dernière fois, dans le débrief, c'est ce que j'ai eu à dire aux fans du PSG, c'est que Galtier, il a un problème, c'est de trouver l'autre doublure ou l'autre combinaison. Moi, ça qui m'intéresse, en fait, je vous ai dit que je ne suis pas là pour vous dire que le train, il est à l'heure. Ce qui marche déjà. On a vu que Vitinha est fort. Mais est-ce qu'ils ont fait exprès ? Parce que Vitinha, j'ai l'impression que c'est deux Verratti.
En fait, finalement, dans l'idée, dans l'optique, dans le, je ne sais pas, dans un certain idéal, c'est un joueur qui a été cloné doublement, mais qui est un Verratti d'il y a 5 ans, mais très bon, très intelligent, qui s'entend très bien, je dis bien, avec les 3 devant, qui sait lui aussi défendre, qui a une bonne capacité, je dis, de recouvrement. Franchement, moi, je trouve que Verratti et Vitinha, c'est 2 joueurs au même profil qui marchent juste à la perfection. Mais ça, je demande, est-ce qu'ils ont fait exprès? C'est-à-dire, ils ont recruté Vitinha, mais est-ce que réellement, ils se sont assis, ils ont dit, ouais, non, on va prendre Vitinha, parce qu'en fait, Vitinha, c'est lui qui va amener le lion entre... Il n'y a pas eu ça, hein, faut pas nous blaguer ici, faut pas nous blaguer. Ils ont eu le coup de chance du siècle, c'est que le boy, il est fort, il est très fort, et il s'entend... C'est-à-dire que c'est comme la pièce du puzzle que tu as cherché dans la maison pendant des jours et des jours, et des mois, et tu l'as retrouvée, tu l'as mise, et tu es comme, ah, alléluia, c'est ça Vitinha. Mais, et les autres? Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que Vitinha Verratti ça va marcher? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, excuse-moi, Renato Verratti ça va marcher? Est-ce que Fabian Ruiz Vitinha ça va marcher? Mais effectivement, en ce moment-là, franchement, ils sont comme Arsenal en fait. Ils ont un 11 de départ. Ils ont un top 11 de départ. C'est vrai que tu as raison sur le recrutement au milieu de terrain, ça pose la question de il y a ces 3 gars, mais quel autre paire pourrait fonctionner? Et cette VV, cette W là, elle marche du tonnerre. Un truc qui est aussi cool quand même sur les deux, c'est que Vitinha, il est souvent plus haut que Verratti, genre vraiment plus haut. Souvent Verratti, il descend avec les centraux un peu pour préparer la relance, alors que Vitinha, il est haut, genre au niveau des joueurs offensifs pour commencer à lier avec eux, pour je pense ouvrir un peu de l'espace aussi à l'intérieur du jeu. Avec son appel, du coup, ça force un gars à redescendre, le suivre, et du coup il y a un petit peu plus d'espace à l'intérieur pour Messi par exemple, qui aime beaucoup décrocher. Souvent Messi est plus bas que Vitinha sur les phases offensives. Et ça, c'est quand même assez intéressant. On sent un gars qui est vachement intelligent tactiquement et qui a déjà compris comment s'insérer dans ce Paris Saint-Germain-là. Ça lui donne sans doute une longueur d'avance par rapport à la concurrence, comme tu dis, mais effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de blessures, quoi. C'est ça, c'est toujours ça qu'on leur souhaite à eux tous. Donc voilà. Ouais. Liste complémentaire, parce que liste complémentaire, il y a beaucoup de gars. Surtout les gars, durant toute la vidéo, ils étaient là, à chaque fois qu'on disait un joueur, ils étaient là en train de dire, est-ce qu'ils vont dire celui-là? Ils vont pas dire, ils ne l'ont pas dit. Non, moi d'abord, je commence par le fantôme. Apparemment, hein, parce que là, toute la presse anglaise l'assure, il a reçu son permis de travail. Il est de retour, franchement, c'est Diego Costa à Wolverhampton. C'est-à-dire que ça, franchement, c'est le transfert qui arrive après la fin des transferts. C'est un gars qui va revenir traumatiser les défenses, je dis bien, de Première Ligue. Je suis convaincu qu'il arrive avec une certaine mission. Je ne sais pas laquelle, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Surtout que Wolverhampton, ce début de saison, ils ne sont pas derniers. Ils sont presque, je sais pas moi. J'ai l'impression que le début de saison. Ça se tape avec Leicester, je pense. Attends, je vais vérifier parce que moi, je connais mes gars là dans les commentaires. Tu vas dire, ils sont derniers, ils vont venir te dire non, Stan, tu racontes du n'importe quoi. 14e. Ils sont 14e. Mais... Bon, ça va, ils sont 14e. C'est peut-être il y a 2 journées, ils étaient derniers. Mais aujourd'hui, Raúl Jiménez, il a eu une blessure assez grave l'année passée. Là, il est de retour. Maintenant, c'est capitaine crochet. Donc, j'ai hâte de voir, franchement, est-ce que Diego Costa va ramener ce plus-là dans cette équipe de Wolverhampton, qui est une équipe agressive, fatigante et qui ces dernières années s'est toujours battue pour être là, je dis bien, le plus proche possible de l'Europe. Donc voilà, moi dans mon premier dans la liste complémentaire, c'était Diego Costa. Ouais, pas mal. Et j'avoue que tu m'en as parlé en début juste avant qu'on s'enregistre, et j'avais même pas calé qu'il avait signé aux Wolves. Donc ça ajoute toujours un petit peu de drama et de scénario. Il va y avoir il sera souvent dans les titres des résumés je sais pas qui a les droits, RMC ou quoi, bref. On va souvent avoir des images de Diego Costa. C'est pas mal. Évidemment, bon, là on les donne comme ça, mais j'avais Erling Haaland et Lewandowski, bien sûr, leur gros transfert, et les deux ont démarré hyper fort. C'est forcément des joueurs à suivre, mais peut-être sur les gros noms qui ont coûté cher et qu'on connaissait déjà bien avant. Un qui m'intéresse, c'est De Ligt au Bayern, qui va trouver un contexte de jeu totalement différent de ce qu'il y avait à la Juve, où il n'a pas vraiment réussi à passer le cap suivant de là où il était par rapport à l'Ajax. Mais De Ligt, c'est pas un joueur de la Juve, c'est pas un joueur de bloc bas, de défense italienne, c'est beaucoup plus type Bayern, et le Bayern aujourd'hui est très proche de l'Ajax dans son idéal, une équipe qui joue énormément, qui presse, qui défend haut. Ça, c'est les qualités de Ligt, donc ça va être cool de le voir dans ce rôle. Tout à fait. J'ai hâte de voir lui aussi, parce que bon voilà, à un moment donné quand même De Ligt, il y avait beaucoup d'espoir fondé sur lui avec cette belle génération de l'Ajax là, donc j'espère qu'il va maintenir ce niveau là, surtout à l'approche de la Coupe du Monde, parce que Van Dijk a besoin de soutien quoi. C'est assez compliqué en ce moment. Moi j'ai un boy là,
18 ans, Leeds, il vient d'arriver. Je suis sûr que personne ne le connaît ou personne ne l'a regardé, mais moi je l'ai vu là, la dernière fois là, lors de la Ligue des Nations, non c'était la Ligue des Nations, oui la Ligue des Nations avec l'Italie au mois de juin. Le petit Gnonto, c'est un jeune Italien de 18 ans, attaquant, ailier, il est vif, il est rapide. Mancini l'avait appelé en équipe nationale, je pense qu'il a joué 3 matchs la dernière fois lors de la Ligue des Nations. Il a même marqué face à l'Allemagne, je pense c'était lui, je pense qu'il a marqué un truc comme ça face à l'Allemagne. C'est Wilfried. Voilà, c'est ça, c'est un petit boy là. Je pense qu'avec Jesse Marsch, ça peut marcher. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un petit feeling. Il est jeune. En équipe nationale, les gars croient en lui. Il a ce potentiel-là, je pense qu'il peut faire, qu'il peut exploser dans cette équipe de Leeds-là, qui a besoin de vivacité, qui a perdu Rafinha. Donc voilà. Donc moi, à Leeds, j'avais 2 boys, c'est Gnonto et Aronson, qui vient de MLS et qui a traumatisé en fait Kalidou Koulibaly. Dès le premier match, il nous a fatigué. Lui, Aronson, franchement, c'est là où je l'ai découvert. J'ai dit, c'est qui Aronson en fait? Et après, j'ai des amis ici. Ils m'ont écrit, tu vois, ils m'ont fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Aronson, il est en MLS, tu vois, moi j'ai des gars ici, ils suivent la MLS constamment, tous les jours, tu vois. Ils m'ont fait, ouais, Aronson, il est trop chaud et tout. Je suis allé revoir les vidéos et ouais, donc voilà, c'est Gnonto, Aronson, c'est 2 petits boys comme ça que je balance, que peut-être que vous connaissez pas, mais voilà, il faut garder un œil sur eux aussi. Pas mal le Gnonto, j'ai envie de plus le voir, mais là comme ça me fait un peu penser à mon Openda. C'est 1m70 pour Gnonto, 1m75 Openda, petit jeune mais rapide et grosse qualité athlétique, tu vois, des petites bombes qui partent et qui peuvent exploser dans la profondeur. Leeds comme Lens, ça peut bien jouer au foot. Donc ouais, franchement, bon pic. Je vais t'en sortir une dizaine là comme ça, juste en les énumérant. J'avais Dybala est-ce qu'il va retrouver son niveau performé à la Roma. Karim David Adeyemi, c'est un transfert qu'on connaît depuis un petit moment, mais à Dortmund, voilà, il y a du travail à faire, ça c'est quand même assez excitant. Schlotterbeck aussi à Dortmund, qui a bien renforcé sa défense centrale, avec Zule aussi, beaucoup de monde le voulait, Schlotterbeck. Mudryk qui a explosé Leipzig avec le Shakhtar, qui a une dégaine de superstar déjà, et on verra si Arsenal était bien dessus, je crois le voulait pour une 40aine de millions d'euros, un truc comme ça. Donc Mikhailo Mudryk, ça c'est un petit joueur à suivre, on verra s'il est transféré dans un club des 5 championnats majeurs. Xavi Simons, est-ce que le PSG le regrettera? Je pense pas, mais je crois qu'il a été élu joueur du mois en Eredivisie, là, ça commence vachement fort pour lui, donc c'est pas mal. Et après, sinon, 2-3, j'ai Angel Gomez qui, à Lille, sous Fonseca, en train de jouer un nouveau rôle, milieu défensif dans le 4-2-3, ça se passe plutôt bien pour lui. Il y a Kolo Muani en Bundesliga, est-ce qu'il va franchir un palier supplémentaire? On m'a parlé de Romeo Lavia à Southampton, qui est déjà titulaire dans le Southampton de Ralph Hasenhüttl à 18 ans. Dommage, il s'est blessé pour 1 mois, mais le petit Belge, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et pour faire plaisir à mes suiveurs de Ligue 1, en choisissant parmi beaucoup d'autres sur ma liste, je vais dire Lacazette et Tolisso, bien sûr, pour le retour dans le club formateur. Est-ce qu'ils peuvent porter Lyon là où Lyon doit être? Et à Nice, Beka et Aaron Ramsey aussi. Est-ce que ça peut fonctionner? Enfin, à Marseille... Pépé, vite fait, comme ça. Ouais, Pépé, grave. Non, mais Nice est allé très fort, même après Diop de Monaco. Mais c'est vrai, Pépé, Ramsey, beaucoup d'ex-gunners en Première Ligue. Je regarde parfois des résumés... En Ligue 1, pardon, je regarde parfois des résumés sur des chaînes genre néerlandaises ou quoi. Et tout le monde est là. Ah, ça fait plaisir de voir les ex-joueurs d'Arsenal qui jouent bien en Ligue 1. Comme par exemple Nuno Tavares à l'OM. Ça aussi, c'est un truc à suivre. Les 2 pistons d'ailleurs, Tavares et Klose. Donc voilà, j'avais Wilson, Odobert, j'avais aussi Dembélé et plein d'autres, mais vous compléterez dans les commentaires, les amis. Toi, est-ce que tu avais d'autres noms que tu voulais nous partager? Ouais, vite fait. L'autre là, comment ça s'appelle? Le danseur de samba là, Anthony, le boy de Capoeira. On va voir ce que ça va donner, Anthony de Capoeira. Carrément. Anthony de Manchester United, j'ai hâte de voir. J'avais Cucurella aussi. Cucurella, c'est un gros transfert. Marcos Alonso est parti, tout ça. Sur le côté gauche, là, il va falloir que... Voilà, on attend beaucoup de lui aussi. Casemiro, voir aussi comment est-ce qu'il va s'implémenter dans cette équipe-là. J'avais Darwin, franchement, Darwin, faut qu'il exagère. Darwin, Carrément. Darwin, on a besoin d'un contre-pouvoir. En ce moment, il y a une seule personne au pouvoir. On a besoin d'un contre-pouvoir parce que Mo Salah ne va pas très bien, donc il faut que Darwin il se gère. J'avais qui d'autre? J'avais les boys de Leeds là, Paqueta, Skamaka, Aguerd. Tiens, il y a eu un gros de Leeds, West Ham. Pardon, West Ham. Il y a eu un gros recrutement qui a été fait là-bas aussi, donc j'ai hâte de voir quand ils ont dépensé beaucoup d'argent. Donc moi, Paqueta, c'est un boy que j'apprécie beaucoup. Donc j'espère qu'il va réussir là-bas aussi. Et sinon, en dernier, le petit Fabio Vieira à Arsenal. Voilà, que j'ai hâte de voir aussi. Un boy aussi du championnat portugais, bon, de la manière que Vitinha a réussi à s'imposer. J'espère que Fabio, dès qu'il va commencer à avoir du temps de jeu, il va aussi apporter sa pierre à l'édifice au niveau d'Arsenal.
parfait. Écoute, ça conclut notre liste. On a fait une bonne quarantaine de minutes et franchement, je crois qu'on aurait pu faire 4 heures. J'ai envie de faire 4 ou 5 parties à cette vidéo. Mais les amis, n'hésitez pas à compléter dans les commentaires avec les joueurs qui vous ont inspiré, vous inspirent sur ce début de saison. Et voilà, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. La prochaine sur la chaîne de Stan. N'hésitez pas à vous abonner. Je mettrai le lien en commentaire, en description. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite. Bisous.